Je vais partager aussi le document qui nous sert de base pour le TD, pour qu'on puisse regarder ensemble. Alors, sur le premier exercice, il vous était demandé, à partir d'un document que vous deviez lire, d'identifier dans la deuxième partie du document les choses qui étaient caractéristiques de l'approche mercatique, en sachant que les termes mercatique et marketing sont les mêmes. Mercatique, c'est du français. Marketing, c'est un anglicisme, bien sûr, mais ça regroupe les mêmes choses. Alors, dans ce document, j'espère que vous l'avez lu, dans ce document, on vous donne les trois grandes étapes du marketing, enfin les trois grandes étapes de l'action, de la relation entre le vendeur, enfin le producteur, le vendeur et le commerçant, et le consommateur, pardon. Donc c'est ces trois étapes qu'on identifie dans ce document en ayant une première étape. On peut, alors le document dit, on va pas la cibler sur une période bien particulière, mais elle peut quand même être ciblée au début de l'ère industrielle où le fait de cette révolution industrielle qui a commencé au 19e en Angleterre, où on a découvert la mécanisation et la production de masse. C'est aussi le Fordisme aux États-Unis, où les inventions techniques ont permis la production de masse. Avant cette période-là, avant le 19e, on ne savait pas fabriquer de façon mécanique, parce qu'on n'avait pas les techniques, parce qu'on n'avait pas les avancées technologiques, donc les fabrications étaient uniquement artisanales. À partir du moment où vous vouliez, je ne sais pas, vous vouliez une chaise, il fallait aller voir un artisan. L'artisan fabriquait la chaise sur mesure et à partir de là, vous achetez la chaise. À partir du moment où on a commencé à avoir des innovations techniques, notamment de la mécanisation, avec la machine à vapeur en premier, on a fabriqué des machines qui ont fabriqué le produit de façon uniforme. D'abord, c'était le même produit, mais à la chaîne. D'accord ? Et donc, cette fabrication de masse permettait bien sûr la vente de masse. Donc ici, dans la relation entre le fabricant, le commerçant et le consommateur, c'était le fabricant qui avait la main. Plus il pouvait fabriquer vite, et c'était vraiment que cette approche qui était vue. Que l'approche fabrication-production de masse. Puisque de toute façon, les gens, c'était une découverte. Tiens, on pouvait acheter, évidemment moins cher, évidemment. Tiens, je pouvais acheter une chaise tout de suite. Je n'avais pas besoin d'attendre qu'on me la fabrique. Donc, on avait une approche du point de vue de la personne qui produisait. Ça a été le premier temps. Ensuite, on s'est aperçu, avec l'arrivée aussi de la concurrence, que finalement, il fallait aussi avoir des techniques de vente. Donc, on a une deuxième période où là, c'est le vendeur qui était mis au centre de la démarche. C'était à lui à se démarquer de façon à pouvoir vendre parce qu'on avait l'arrivée de la concurrence. Troisième étape, troisième phase dans la relation entre ces trois composantes. Troisième phase, ça n'a plus été le vendeur qui a été au centre, mais ça a été le consommateur qui a été au centre. Puisque le vendeur, lui, disait à partir du moment où j'ai un produit, tout se vend. Je vais bien me trouver un client pour me l'acheter, ce produit. Puis on s'est aperçu que finalement, le producteur, lui, continuait à produire, et puis le produit, il était plus facile, il était plus aussi facilement vendable. Et que la seule compétence du commercial, du vendeur, ne suffisait pas à écouler la marchandise. Ce qui fait que, évidemment, les vendeurs se sont posé la question, mais comment vendre mieux? Comment vendre plus? D'accord? Il n'y a pas que ma technique de vente, il n'y a pas que le produit qui compte. Maintenant, il y a aussi le consommateur qui compte, le client. Et donc, on est dans cette troisième phase où là,
aujourd'hui, la démarche de l'action de vendre se fait en prenant en compte de plus en plus, et pratiquement maintenant uniquement, les aspirations du consommateur. Il faut savoir ce que le consommateur veut pour pouvoir lui vendre et donc pour pouvoir aussi le fabriquer. Donc, vous voyez qu'on avait, je vous donne la parole juste après Asna, hein. On avait au départ, ça démarrait du producteur, c'était lui le boss dans l'affaire, d'accord. Plus il produisait, mieux c'était, d'accord. C'est lui qui dictait le marché. Après, deuxième phase, ça a été le vendeur qui dictait le marché. Et troisième phase, aujourd'hui, c'est le consommateur qui dicte le marché. Je vous écoute, Asna. Oui, en fait, je voulais savoir, par exemple, le jour du BTS, par exemple, si on tombe sur le marketing, est-ce que ils peuvent nous demander comment c'était avant ou c'est vraiment ce qui leur importe, c'est à l'heure actuelle, ce qui se passe dans le marketing? Ou est-ce Non, que on... je vais répondre à votre question. Là, il faut connaître ces trois approches. D'accord. C'est quelque chose d'assez basique. Il faut savoir que l'approche, ça a été de l'optique, comme l'indique le document, hein, c'est le producteur qui au départ était le patron, ensuite ça a été le vendeur, et aujourd'hui c'est le consommateur. C'est ça le marketing, c'est prendre en compte pratiquement à 100% les demandes pour pouvoir produire. C'est plus la production qui impose la vente, c'est la demande, c'est plus l'offre. On est passé de l'offre vers une politique de l'offre à une politique de la demande. C'est-à-dire qu'avant, comme je vous l'ai expliqué, hein, c'était le producteur qui était le patron. C'est en fonction de l'offre que se faisait la consommation. Aujourd'hui, c'est en fonction de la demande que se fait la production. D'accord. Les choses se sont complètement inversées. Donc c'est ça le résumé. Et cet article, il est plutôt pas mal, d'accord, où il vous montre, voilà, comment les trois étapes. Alors, il se peut que vous arriviez à replacer votre connaissance, cette connaissance, dans comment dire, dans une étude qu'on vous demanderait de faire, ou dans l'interprétation d'un article qu'on vous demanderait de faire. D'accord. Alors ici, après avoir lu ce document, d'accord, on vous demande dans le document 2 de dire voilà, à partir de ce document-là, aujourd'hui, est-ce que vous soulignez les affirmations qui sont plutôt vraies et ne pas souligner, bien sûr, les interprétations qui sont plutôt fausses. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on a une prédominance du consommateur? Oui, on a Oui, une prédominance du consommateur. D'accord. Puisque aujourd'hui, c'est le consommateur qui fixe la production. On le voit d'ailleurs. Et c'est l'image que l'on peut retenir, c'est ben, vous allez aujourd'hui au garage, vous choisissez toutes les options et seulement la voiture est fabriquée. D'accord. Alors bien sûr, le fabricant, lui, il a prévu éventuellement toutes les options. Et c'est pour ça que les délais sont relativement longs. Je ne sais pas si vous avez un jour commandé ou demandé à vos parents s'ils ont commandé une voiture au garage, vous arrivez au garage, le mec il vous prend, alors vous pouvez avoir le toit bleu, vous pouvez avoir la climatisation centralisée, vous pouvez avoir le GPS en couleur, le GPS en noir et blanc, enfin voilà, vous avez un tas d'options. Ce qui fait qu'aujourd'hui, que c'est le consommateur, c'est l'acheteur qui fixe le produit, qui détermine le produit. Et seulement après, le produit est fabriqué. Et on voit bien hein, tout l'inverse. Alors qu'avant, bah, on fabriquait les voitures et vous achetez la voiture, c'est tout. Ben, ça. Alors évidemment, on vous présente 3-4 modèles, mais vous n'aviez que 3-4 possibilités. Aujourd'hui, c'est l'inverse, c'est vous qui fixez le modèle et ensuite on le fabrique. Donc c'est bien le consommateur qui est au centre de cette démarche. Ce n'est pas le vendeur, donc la prédominance du vendeur, non. C'était l'époque un peu intermédiaire. Hein. Bon. Fabriquer ce que nous pouvons vendre. Oui. Non, bah, moi j'aurais dit non. Ah, moi j'ai mis oui. moi aussi j'ai mis oui. Parce C'est que fabriquer ce que nous pouvons vendre, parce que si, vu que vous avez dit que c'était le consommateur qui disait ce qu'il fallait, enfin, ils se basaient sur le consommateur, mais s'ils ne peuvent pas le vendre, donc si le consommateur n'en veut pas, ils ne vont pas le fabriquer. donc c'est bien, c'est pas la démarche marketing là. On est bien d'accord. Et je pense aussi, Fabriquer ce que nous pouvons vendre. et je C'est-à-dire pense que que, sur le texte aussi, c'est écrit que c'est fabriquer ce que nous pouvons vendre. Dans le texte, il l'explique. Enfin, je sais pas. Alors, on va regarder exactement. Mais est-ce qu'il n'explique pas dans la première partie, justement?
Moi, Non, j'aurais mis non. Alors, dans le cours, c'est pas écrit ça, c'est écrit avant, on fabriquait ce qu'on pouvait vendre et maintenant c'est l'inverse, on fabrique ce qui n'existe pas. bah voilà. Ce Donc, on qu'on est a bien d'accord besoin, mais que généralement, les fabriquer gens ce que ont nous besoin pouvons de vendre, ça ne correspond pas à la démarche actuelle. Aujourd'hui, c'est plutôt fabriquer ce que le consommateur veut acheter. Moi, j'aurais interprété plutôt les choses comme ça. Donc, Après, c'est vrai que ça dépend comment on l'interprète. Parce que fabriquer ce que nous pouvons vendre, moi, en fait, personnellement, j'avais compris que si, par exemple, le consommateur en veut, par exemple, c'est une tendance que le consommateur recherche, et ben on va le fabriquer parce que, justement, après, on va pouvoir le vendre. mais parce que le consommateur l'a décidé. Vous voyez, moi, j'aurais, pareil comme Asselin, c'est ça pour moi, oui, j'avais compris comme ça aussi. Alors, on ne va pas se formaliser là-dessus. Moi, si on m'avait dit euh, fabriquer ce que les gens veulent acheter, j'aurais dit oui. C'est pas parce que vous pouvez le vendre que les gens vont l'acheter. Vous voyez? Aujourd'hui, on est vraiment, c'est dire, je ne fabrique que ce que les gens veulent, pas ce qu'on a la possibilité de vendre. On peut toujours vendre une voiture, d'accord? On en vendra certainement moins que si je fabrique ce que la voiture que les gens veulent acheter, pas ce que je suis capable de vendre. Moi, je l'avais vu plutôt dans ce sens-là. Maintenant, en fait, ce qu'il faut, c'est bien comprendre les choses. D'accord? Et vous comprenez bien qu'aujourd'hui, c'est en fonction du consommateur que l'on va fabriquer, pas en fonction du vendeur. Alors, passons à la suivante. La prédominance des études techniques ou la prédominance, en fait, les deux choses. On en a sauté un. Ah oui, vendre ce que nous fabriquons. Encore une fois, je dirais non, a priori, puisque, encore une fois, c'est à partir du moment où moi, dans l'affirmation, je vois vendre et fabriquer, je me dis, on a oublié acheter. On a oublié le mot acheteur. Par conséquent, comme c'est l'acheteur aujourd'hui qui est au centre du processus de vente, euh, j'aurais mis aussi non. Pareil, si j'oppose la prédominance des études techniques et la prédominance des études de marché, je choisis les études de marché et non plus les études techniques. Puisque les études techniques, est-ce que l'on est capable de fabriquer un iPhone je ne sais pas moi, est-ce qu'on est capable de fabriquer un iPhone en 3D, voilà, qui renvoie une image en 3D? Bah, peut-être que oui, mais est-ce que les gens en veulent? Après, il y a une autre approche aussi, hein. C'est créer le besoin. C'est créer l'envie chez les gens. Ça, c'est une autre approche. Donc ici, on aurait plutôt souligné, je pense, prédominance des études de marché et non pas prédominance des études techniques. Se limiter à la satisfaction des besoins connus. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Moi, j'ai mis non. Non? Moi aussi, j'aurais mis non. Et Mais je ça viens peut être une valeur sûre, si on se limite à ça. On est sûr de vendre. on est sûr de vendre, d'accord? Ouais. Mais ce qu'on Ouais, veut, mais c'est... on est sûr aussi qu'on fera pas plus de bénéfices. Alors, on est sûr de vendre. Pour la partie bénéfice, on va peut-être la laisser de côté. C'est vraiment l'action de vendre, d'accord? Par contre, je viens de vous... Après, je viens de vous donner le problème de l'iPhone. Alors, je suis un peu plus âgé que vous. Moi, j'ai connu la naissance de l'iPhone. Peut-être que vous, ça a été votre premier téléphone portable. D'accord? Moi, ça a été mon 3 ou 4 ou peut-être 10e téléphone portable parce que je les casse facilement. Mais au départ, hein, quand l'iPhone est arrivé sur le marché, je n'avais pas forcément ce besoin ou je n'y avais même pas pensé parce que je ne savais pas que peut-être c'était possible. D'accord? De pouvoir regarder la télé sur un téléphone, mais c'était impensable. Donc il n'y avait pas le besoin, puisqu'on pensait que ce n'était pas possible. Il n'y avait pas le besoin. Et ici, le besoin, on l'a créé. On l'a créé chez les gens. Donc c'est pour ça que je dis que se limiter à la satisfaction des besoins connus, pas forcément. Ça peut être aussi, grâce à l'innovation, que quelqu'un m'a indiqué, il faut innover, enfin m'a parlé d'innovation, grâce à l'innovation, on va créer aussi de nouveaux besoins qui eux-mêmes vont faire naître d'autres besoins. Donc là, moi, j'aurais plutôt mis oui. On ne doit pas se limiter qu'à la satisfaction de notre client, même si c'est effectivement important, mais on doit aussi, ou
aux besoins connus, mais on doit aussi, peut-être, grâce à l'innovation, faire naître d'autres besoins. Alors, rechercher de nouveaux marchés, j'aurais dit oui aussi. Se demander ce que peut payer le consommateur. Est-ce que c'est important dans la démarche marketing? Oui. Ah oui, je vous rappelle que c'est lui qui est au centre. Hein. Quand vous avez beau fabriquer un beau produit, s'il est hors de prix et que la cible qui est visée n'a pas la capacité financière nécessaire pour l'acquisition du produit, enfin, votre produit, vous ne le vendrez jamais. Il est peut-être super beau, mais vous ne le vendrez jamais. Et ça sert aussi à évaluer les coûts de production, par exemple. Bah, les coûts de production, ils seront évolués par rapport au volume que vous allez vendre et au coût d'achat des matières que vous allez utiliser, pas forcément par rapport aux ventes. Si on prend vraiment le coût de production pour produire un iPhone, je ne sais pas si vous avez vu des reportages, mais un iPhone, coût de production, ça coûte 50 euros. Bon, production, hein, je parle, d'accord? Ouais. Après, il y a des coûts de recherche en développement, des coûts de commercialisation, etc. Mais la production pure et dure d'un iPhone, c'est 50 euros. Et après, c'est pas parce que je vais en vendre 10 ou 20 que le coût de production sera plus ou moins élevé. Par contre, effectivement, ça va dépendre du volume. Ouais, c'est économie d'échelle. Voilà. Alors, se demander comment fabriquer. Alors, se demander comment fabriquer bien ou bien fabriquer. Bien. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça? Oui. Bah oui. Moi, j'ai dit non. C'est-à-dire comment fabriquer bien. C'est alors, est-ce moi, que c'est j'aurais éthique, écologique? Ah, c'est pas mal ça. Est-ce qu'aujourd'hui, la tendance écolo, elle est prise en compte? Oui. Oui, elle est prise en compte. Il y a 20 ans, elle n'était pas prise en compte. On s'en foutait de ce que composait le consommateur s'en moque. Je dirais pas comme vous, Françoise. Je dirais qu'il y a encore une tranche de Mais ça consommateurs. évolue quand même. Il y a Mais encore après, voilà. pour fidéliser la clientèle, si on ne fabrique pas bien, on vend beaucoup, et ensuite les produits ne sont pas fiables, et ben là, on perd la clientèle. Aussi. Mais en fait, il faut savoir quel client vous visez. Ouais, c'est plutôt ça. Voilà. Votre produit, et si on veut parler d'écologie, etc., si vous visez une cible de clients, par exemple, qui habitent en banlieue, qui n'a pas forcément des revenus très importants, je dirais que pour eux, l'essentiel, il n'est pas là. L'essentiel, il est dans le prix du produit. D'accord. Si vous visez d'autres personnes où le prix a beaucoup moins d'importance, vous pourrez là mettre en avant le fait que votre produit est un produit écolo, ou on vous demandera de le faire. Si vous visez une clientèle, vous avez entendu parler sans doute de la problématique de Nutella. Alors, Non. Oui. non, pas Si, du avec tout. l'huile de palme. Avec l'huile de palme. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, ça vous empêche d'acheter du Nutella? Alors peut-être vous, parce que vous êtes un peu plus sensible à la diététique, mais ça n'empêche pas Et pourtant, a priori, d'un point de vue écologique, c'est une catastrophe, puisqu'on on déforeste des espaces pour y planter des arbres qui produisent l'huile de palme. Donc, et où on en fait une exploitation relativement intensive, sans s'occuper des sols, des populations, de l'impact sur la planète. Mais justement, là, même dans les publicités, ils mettent en avant qu'ils essayent de faire une plantation durable. Ils le précisent même dans leur publicité. Ouais, alors tant mieux, puisque ça fait partie de ma philosophie. Moi, je le verrais bien comme ça. Et bon, je ne suis pas forcément amateur de Nutella, mais je ne pense pas que tous les gens qui achètent du Nutella sont très intéressés par le fait que c'est un peu mieux d'acheter telle marque plutôt que telle marque. Alors, ça peut être un positionnement, mais encore faut-il que le positionnement, il vise la bonne clientèle. Et là, on voit encore une fois que qui est au centre? Le consommateur. Qui est au centre? Le consommateur. Alors, c'est pour ça que fabriquer bien, ça veut dire quoi? Fabriquer écolo, fabriquer éco-responsable, fabriquer pour rentabiliser. On pourrait le souligner comme on pourrait ne pas le souligner. Alors, on ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué.
Monsieur, j'ai une question Allez-y. je vous écoute. concernant ce qu'on parlait là. Tu demandais comment fabriquer bien. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de fausse réponse ni de bonne réponse. Non, il n'y a pas de fausse réponse, il n'y a pas de bonne réponse. Ça dépend comment on interprète fabriquer bien. Et est-ce que, par exemple, on peut, parce que si on met, par exemple, c'est bon, est-ce que, par exemple, si on voit que c'est une question un petit peu ambiguë et qu'on ne sait pas trop, est-ce qu'on peut développer, et même si c'était faux, le fait qu'on ait développé, que notre démarche est bonne, on peut avoir bon? Bien sûr, bien Ok. sûr. Bien sûr, mais alors, a priori, même si de temps en temps, dans des sujets, il y a pu y avoir des ambiguïtés, on essaye, enfin, les rédacteurs des sujets essayent qu'il n'y ait pas d'ambiguïté pour pas justement poser ce type de problème. Oui, par exemple, cette question, alors je ne pense pas que ce soit issu d'un examen, mais cette question, même moi, j'aurais bien du mal à y répondre de façon stricte et ferme, en me disant c'est sûr, ça peut être que c'est la réponse. Non, bah, pour moi, il y a plein de réponses possibles. Mais même avec toutes les réponses, j'aurais plutôt tendance, malgré tout, à quand même le prendre en compte dans la démarche de marketing. Comme la suivante, ça veut dire quoi la suivante? Ça, ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ne pas tuer l'ours avant d'être assuré de La vendre. deuxième? Alors, j'aurais plutôt dit la deuxième, oui. Je n'avais pas bien interprété. Ça veut dire quoi? L'avoir tué, c'est le fabriquer, c'est la fabrication. D'accord? Est-ce qu'on vend d'abord et on fabrique après? D'accord? Ou ne pas tuer l'ours avant d'être sûr de vendre sa peau? Ou est-ce qu'on fabrique et on est sûr de vendre? J'aurais plutôt dit peut-être ne pas tuer l'ours avant d'être. Vendre un concept avant de le produire. Ouais, voilà, ne pas tuer l'ours avant. Parce que si on fabrique en Donc, la grande deux- quantité et il n'y a rien qui se vend, bah du coup là c'est de la perte. Ouais, voilà, ouais. Donc on aurait plutôt vu un peu cette deuxième proposition qui était plus valable. Alors, un truc, oui, un truc de fou. Ah, bah, j'ai pas eu le temps de le dire. Bon, c'est pas grave, je regarderai ça après. Mais prenez la parole hein, plutôt que d'envoyer des grands messages comme ça. En plus, sur l'iPad, j'ai même pas le temps de les lire. Ça peut être, toutes vos réflexions peuvent être intéressantes. Hein. Sur ce type de chapitre, je vous dis, c'est plutôt voilà, partager des idées. Si elles sont fausses, bah, on se met tous d'accord et on explique pourquoi l'idée n'était pas forcément pertinente, comme certaines peuvent être pertinentes et ne peuvent venir de moi. Alors, voyons sur le deuxième exercice qui, là, lui aussi, est super intéressant. Alors, on vous explique que 3 amis qui ont obtenu leur diplôme de diététicien en 2015 décident de créer leur propre entreprise. Le projet est le suivant, confection de menus complets bio, entrée plat dessert, équilibrés donc. Elles souhaitent proposer une offre différente sur le marché des plats emportés. Donc on voit là qu'on a un petit peu une stratégie de différenciation. Si vous avez vu dans le cours, hein, on vous explique les différentes stratégies. La première qu'on vous explique, c'est la stratégie d'imitation. Je fais pareil pour vendre, comme Samsung est arrivé après Apple, hein, d'accord. Et ils ont vu que l'iPhone fonctionnait, ils ont fait la même chose, d'accord. Donc ça, c'est une stratégie d'imitation. La deuxième stratégie, c'est la stratégie de différenciation. Je fais un produit différent. Bien sûr, il faut que j'ai détecté une demande et une non-existence du produit sur le marché. Alors, a priori, c'est cette stratégie que ces 3 diététiciennes ont décidé d'adopter, parce qu'elles veulent proposer une offre différente sur le marché des plats emportés, à savoir l'utilisation de produits frais et de promouvoir les producteurs locaux. L'offre s'adresse principalement, donc là on a la cible client, qui est, c'est quoi ces groupes de clients? Comment on les appelle? Des ménages? Non, c'est pas ça. C'est pas la typologie? Des foyers, je sais pas. Les segments. Foyers. Voilà, les segments. Qui m'a parlé de segments? Vous voyez, c'est ce type de choses qu'on attend de vous. Il faut savoir que voilà, la segmentation,
c'est ce qui a été fait ici, c'est les groupes de clients. Alors ça peut être une typologie, mais la typologie sert à segmenter. D'accord ? Ce terme de segmentation, il est important de pouvoir le replacer parce qu'on voit que, tiens, on maîtrise un petit peu les notions, même si il y aurait beaucoup à dire sur la segmentation, mais pouvoir utiliser ce type de terme vous permet de vous différencier par rapport à dans votre copie. Donc ici, on a différents segments qui sont visés. D'abord les salariés le midi et le soir, les familles, les couples sans enfants, les étudiants. Elles souhaitent s'installer dans le centre-ville de Toulouse, à proximité d'une faculté. Les clients peuvent commander par téléphone et venir retirer sur place leur plat. Les 3 amis veulent se positionner sur le marché de la vente à emporter et se demandent si c'est un marché porteur. Grâce à l'annexe 2 et à vos connaissances, répondez aux questions suivantes. Alors, d'abord, discutons un peu de tout ça. Qu'est-ce que vous... juste l'idée. Allez-y, Asna, je vous écoute. Non, en fait, parce que l'idée, c'est une question parce que je n'arrive pas à savoir ce que veut dire caractéristique. Je ne sais jamais quoi mettre quand c'est marqué caractéristique. Les points qui ressortent. Quels sont les points qui ressortent? D'accord. Quels sont les... quels sont les points qui ressortent? J'ai du mal à vous trouver un synonyme de caractéristique. Et si quelqu'un a une idée, allez-y, hein, n'hésitez surtout pas. Voilà, ce sont les choses qui permettent d'identifier un marché particulier. Par exemple, ici, qu'est-ce qu'on a comme caractéristique de l'offre qu'elles vont proposer? D'abord, c'est une offre différente. Donc, on le dit dans le texte. Quelle est la caractéristique aussi c'est une spécificité, oui, voilà. Donc, on part sur une stratégie, comme je vous le disais tout à l'heure, de différenciation. Quelle est la spécificité de la vente à emporter aujourd'hui, avec les documents que vous pouviez lire Il s'agit d'une formule alimentaire rapide. Ouais, donc alors là c'est le produit dont vous me parlez. Allez-y Françoise, je vous écoute. Moi, de ce que j'ai noté dans le texte, c'est que de toute évidence, elle veut le faire à emporter entrée, plat, dessert, mais que le texte expliquait que c'était plutôt les sandwichs qui étaient en plein essor, entre guillemets. Et donc, du coup, alors, moi, j'ai... Stop, vous venez de cibler une chose, là, parce que quand vous me dites, vous apportez déjà une petite critique. Quand vous dites, ici, on veut faire entrée, plat, dessert, alors que le marché, la caractéristique du marché, c'est quoi? C'est que d'abord, vous l'avez dit, c'est un marché en plein essor. Ça, c'est une caractéristique du marché. Quels sont les points pour flash sur ce marché? Le texte vous dit c'est un marché en plein essor. C'est un marché aussi qui a encore de la marge, puisqu'on vous le compare notamment avec le marché en Angleterre. On vous dit que, alors il me semble que c'était un repas sur 7 en France aujourd'hui, c'est de la vente à emporter. Alors que aux États-Unis, je crois que c'est 1 sur 2 et en Angleterre, c'est 1 sur 4. Enfin, vous lirez exactement les chiffres. C'est donc un marché en plein essor et qui a encore de la marge. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez dire de ce marché-là? C'est un marché, effectivement, qui aujourd'hui est principalement occupé par la sandwicherie. Qu'est-ce que vous avez encore noté sur le marché? Par le fast-food, par le marché il faut que ce soit rapide, quoi. Alors, c'est un fast-food. Le produit, si on veut maintenant s'attaquer au produit, le produit, effectivement, sa caractéristique, c'est un mode de consommation très rapide. Et on justifie ça par le fait que les personnes qui consomment le plus ont de moins en moins de temps pour un repas. On vous dit qu'avant, en moyenne, on prenait 1h30 pour manger. Aujourd'hui, on prend 40 minutes, voire moins. Alors, je vois quelqu'un qui me parle du coronavirus. C'est un marché aussi qui peut s'adapter très vite. Enfin, c'est un mode de consommation et un mode de production qui est, à mon sens, adaptable. Et aujourd'hui, et si par exemple vous tombiez sur une de ces questions dans un contexte au mois de juin, là, quand vous passerez, s'il vous plaît, il faut absolument bien sûr parler du coronavirus. Aujourd'hui, c'est grâce à la vente à emporter qu'un certain nombre de restaurateurs
ne croule pas. Et ils se sont peut-être découverts d'ailleurs voilà, une nouvelle possibilité de production. Alors, moi, qu'est-ce que Après, monsieur, Voir une nouvelle clientèle. voir une nouvelle clientèle, bien sûr. je voulais dire, est-ce que les caractéristiques, enfin, comment dire, pour justifier le marché, est-ce que c'est parce qu'on n'a plus beaucoup de temps pour manger, le fait que ce soit pas comme avant, en fait, on n'a plus le temps de préparer nos repas, il n'y a plus un temps midi ou le soir, on doit toujours aller plus vite. Voilà, il y a cette partie-là, d'accord, où aujourd'hui, finalement, c'est quelque chose qui peut être intéressant parce que les gens ont de moins en moins de temps pour manger et s'accordent de moins en moins de temps pour manger. D'accord. Donc, comme ils ont moins en moins de temps, ils vont pas au resto pour même si ils le pouvaient, ils préfèrent peut-être garder ce temps pour autre chose, le boulot, les enfants quand il faut rentrer, etc. En termes de prix, qu'est-ce que vous pourriez me dire sur le prix? C'est pas très cher. C'est moins cher aussi. D'accord. Donc c'est quelque chose aussi qui est important, parce que c'est beaucoup plus abordable que de se prendre entrée plat dessert au resto. Au resto, même si vous allez dans une petite brasserie, que vous prenez le menu du jour avec entrée plat dessert, vous en tirez à Paris à 20 €, à Lille à 17 €. Aujourd'hui, sur la vente emportée, le prix moyen, je pense que ça doit être une dizaine d'euros. Après, il y a les tickets, les tickets restaurants aussi. Ouais, dites-moi ce que Ils en parlent. Je crois qu'ils en parlent. Aujourd'hui, le ticket restaurant, c'est pratiquement un repas. D'accord. Parce que les tickets restaurants, pour vous donner une idée, alors c'est très variable, puisque c'est la discrétion de l'employeur qui donne des tickets restaurants, mais en moyenne, un ticket restaurant, c'est entre 7 et 12 €. Alors, il peut y avoir un moins, mais une moyenne entre 7 et 12. Ça correspond exactement au repas de la vente emportée. Parce que ça correspond, et ça ne correspond pas au repas au prix du repas pris au restaurant. Alors, il faut toujours rajouter de sa poche. Alors que là, effectivement, c'est aussi ça peut faciliter les choses. En plus, on le paye moins cher au final. Parce que, par exemple, s'il y a un repas à 15 € qu'on met 10 €, au final, on ne paye que 10 €. Parce que vu que souvent, c'est à l'entreprise, on ne le paye pas 100%. C'est-à-dire qu'au final, notre repas, on le paye déjà moins cher. L'employeur met une part sur le ticket resto. Parlez-moi des consommateurs. Qui sont-ils? Donc des gens qui n'ont pas beaucoup. Les jeunes. Donc des gens qui travaillent obligatoirement. Parce que là, les jeunes, ils n'ont pas de ticket restaurant. Enfin, dans le sens où si c'est à côté d'une école, les étudiants n'ont pas de ticket restaurant. Ce sera plus des. Ouais, mais là, c'est caractéristique des tickets restaurants. En fait, c'est quoi votre question? C'est est-ce que pour les tickets ou est-ce que c'est dans la vente à emporter? Non, de me parler des consommateurs en général, de la vente à emporter. Des jeunes. Des étudiants. Les étudiants sont attirés parce qu'ils n'ont pas le temps, mais aussi par le coût. Parce que c'est pas cher. D'accord. Le salarié, lui, il est attiré juste par le temps, parce que le coût du repas, comme il est moins cher, malgré tout, le coût, ça passe en deuxième. Je dirais que c'est parce qu'il n'a pas le temps qu'il y va. L'étudiant, c'est parce que c'est pas cher qu'il y va. Est-ce qu'on est d'accord sur cette conception? Parce que vous êtes des étudiants. Oui, complètement. Vous voyez, ça, vous devez le dire dans les caractéristiques du marché. Vous remarquez qu'on a ciblé quoi? On a ciblé globalement le marché, on a ciblé le produit. Enfin, on n'a pas encore ciblé le produit, mais on a ciblé les consommateurs. D'accord. On a ciblé le prix. Et vous allez voir qu'on va passer en revue les 4 choses importantes quand on répond à des questions comme ça. Ça va être le prix, le produit, le lieu, la publicité. C'est 4 choses importantes qu'il faut analyser avec le consommateur et le marché global. D'accord. Donc, on parlait des consommateurs. Ici, alors on viendra peut-être un peu plus en répondant
à la question suivante, qui la pertinence de leur projet. Hein. Mais ici, donc on parlait des consommateurs. Excusez-moi, monsieur. Oui. J'ai une question par rapport à la réponse à donner à cette question, en fait, puisqu'on parlait des caractéristiques de l'offre et la demande sur le marché de la vente à emporter. Oui. Du coup, je ne comprends pas bien. Bah, On va dire que le produit, les consommateurs, le prix, ce sont comment dire, des items du marché de la vente à emporter. oui, 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 oui. Ouais, ok. Des points à aborder, des items oui, à aborder. Mais ici, si Ok. on voulait vraiment, si vous voulez vraiment juste la question enfin, juste la réponse à la question, la caractéristique du marché, la première, c'est que c'est un marché en pleine expansion. D'accord. Que c'est un marché aujourd'hui qui est détenu principalement par tel et tel, et ça vous reprenez les chiffres qui vous sont donnés dans l'étude, dans le document qui vous était demandé de lire, d'accord, que c'est un marché qui vise quel type de client, d'accord, que c'est un marché où la partie plutôt diététique n'est pas encore fortement développée. Aujourd'hui, sur 10 snacks, vous en avez peut-être, je ne sais même pas s'il y en a un qui a une dimension diététique, circuit court, etc. Je ne sais même pas. Alors, moi, je suis de Lille, c'est pas Paris-Lyon ici, mais je suis de Lille. Aux alentours de l'école de Lille, il y a un certain nombre de snacks. Il n'y en a pas un. Ah, peut-être, non, non, c'est un resto, ouais, mais il n'y en a pas un avec cette dimension diététique, avec cette dimension équilibre alimentaire, circuit court, etc. Pas un seul. Et pourtant, il y en a, si je dis 10, je suis encore. Donc, on voit bien que aujourd'hui, aujourd'hui, il y a une place pour ce type de marché à l'intérieur du snacking. Puisqu'aujourd'hui, c'est la sandwicherie qui domine le snacking. Et ça, le document vous le dit. Vous voyez, c'est encore des caractéristiques. Virginie, c'est pas bien de se moquer. Des caractéristiques. Je me moque. Alors, Guillaume, allez-y, je vais relire parce que je n'ai pas le temps de lire en fait ce que vous indiquez. Guillaume, qu'est-ce que vous disiez? En fait, quand j'étais en technique de commercialisation, j'avais appris qu'il y avait 7 P. Ouais. Et donc, bon, je me rappelle pas non plus de. Enfin, c'est loin pour moi, mais je sais qu'il y avait People, Process et Physical Evidence Ouais. pour justement mesurer l'impact commercial réel dans une société finalement où il y a toujours plus d'offres, toujours plus de concurrence. Et ça donne des indicateurs plus tangibles, je crois. D'accord, mais Bon, c'est voilà. vrai. C'est juste une intervention, je sais pas si ça sert à grand chose de dire ça, mais. Ben, ça sert toujours, Guillaume. Et puis en plus, c'était très bien dit. Alors, je ne vois pas pourquoi Virginie se moquait. Alors, Pour une des principales caractéristiques, on pourrait peut-être aussi annoncer le fait que c'est bio et que du coup, comme il y a tout un aspect éthique justement au niveau du bio, ça pourrait avoir un bon impact sur le fait que ce soit pas cher et que ce soit bio. d'accord. Non. Alors ça, vous voyez, ça répondrait plutôt à la deuxième question, puisque la première question, elle vous demande d'analyser le marché de la vente à emporter en général. Vous voyez, Mina? Par contre, Oui. effectivement, on va y venir hein, sur cette deuxième question ici. On vous dit, voilà, quels sont les arguments essentiels quant à la pertinence du projet tenant en compte la segmentation du marché et la zone d'implantation. Donc ici, effectivement, on va pouvoir dire qu'il y a une place à prendre, puisqu'on voit que dans les chiffres qui vous ont donné, la part du bio, la part du repas équilibré, etc., elle est très petite. Donc il y a une place à prendre, il y a une place sur le marché. Malgré tout, on sait que pour une partie de la population, le prix est important. Or, faire du bio pas cher, c'est dur. Le bio a réputation, je dis bien, a réputation d'être plus cher, tout simplement parce que les process de fabrication sont plus coûteux. Donc, obligatoirement, c'est plus cher. Deuxième chose,
est-ce que, toujours par rapport au bio, cette fois-ci dans les caractéristiques ici du projet, est-ce que, le, est-ce que tous les gens qui sont visés ici dans le... Je monte sur mon écran là, mais tous les gens qui sont visés ici sont sensibles à cette notion-là? Pour moi, il y a un groupe qui n'est pas sensible. Non, pas forcément. Les étudiants. Bah Les non, étudiants. justement, je suis pas d'accord avec ça. Allez-y, dites-moi. Mais attention, Mina, Bah, ne prenez pas les étudiants de diététique qui sont obligatoirement sensibles à ces notions-là. bah non, non, justement, bah je pense pas forcément que les étudiants de diététique, même en règle générale, il y a de plus en plus de jeunes qui sont bah, sensibles à cette notion et peut-être moins les personnes qui sont un peu plus âgées, on va dire, je sais pas, Ah 35 ouais? ans. Ouais, enfin, en fait, c'est une impression que j'ai. Après, c'est peut-être parce que ça dépend dans l'environnement dans lequel moi je Oui, suis, oui, 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 mes oui, oui, amis, oui, mes oui, proches. oui, 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 Donc, oui, je oui, sais pas oui. si je suis pas partiale. Donc. Alors, Moi, je pense que, ok, ils peuvent être sensibles, mais est-ce qu'ils ont les moyens de le faire? Il y a une différence entre l'action et ce qu'on peut faire et ce qu'on voudrait faire. En alors fait, qu'est-ce qu'il faudra faire? bah, Après, peut-être qu'il faudrait qu'ils mettent en place, excuse-moi Myriam, non, vas-y, vas-y. peut-être qu'ils mettent en place, je sais pas moi, un menu étudiant, je sais pas moi, ou alors qu'ils fassent marcher la carte étudiante ou des choses comme ça. Ça pourrait peut-être essayer de capter des étudiants qui sont intéressés, mais qui seraient bloqués à cause du tarif, par exemple, de mon avis. Hein. D'accord, oui, Mais c'est pas là, mal. même dans leurs études, c'est montré que leur offre s'adresse à ces gens-là. Ça veut dire qu'ils ont forcément adapté les prix, non? Je sais pas, là on nous a pas parlé de prix, donc je pense que c'est quelque chose sur lequel on attendait à ce que l'étudiant, enfin à ce que l'étudiant ici réagisse, c'est-à-dire en disant oui. Alors les salariés, pas de souci, ça peut être, ils peuvent être sensibles et le coût est moins important pour eux. Les familles et les couples sans enfants, pareil, ils peuvent être sensibles. Juste, il y a les étudiants où il faudra adapter, comme le disait je ne sais pas qui, adapter l'offre en termes de prix. Quitte, de façon à ce que l'affaire soit rentable, quitte à augmenter peut-être un peu le prix sur des gens qui sont capables de mettre sur la table les 12 euros nécessaires au menu et descendre à 9 euros en fonction aussi de la concurrence que vous aurez. Et ça sera une chose à prendre en compte. D'accord? Il faudra prendre le prix de la concurrence en compte. Regardez bien où ils vont s'implanter. Ils vont s'implanter, et surtout pour rester sur le problème des étudiants, ils vont s'implanter à côté d'une fac de sciences et de médecine. C'est important ça. Pourquoi? Parce qu'ici, on aura des étudiants qui seront peut-être un petit peu plus sensibilisés au ravage des hamburgers, des kebabs et des frites. D'accord? Puisqu'a priori, on a des étudiants qui seront en fac de médecine, donc c'est le lieu, l'étudiant, c'est plus facile de viser ces étudiants-là que des étudiants qui font une école de commerce ou qui font des études qui amènent moins à réfléchir sur ces problématiques-là. Donc, il y a une pertinence ici. Il y a une pertinence quant au public visé, notamment les salariés, d'accord, puisqu'on va leur proposer. Oui, 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 bien sûr, Guillaume. Ici, les salariés, on va leur proposer quelque chose d'équilibré, rapide, puisque c'est du snacking, d'accord, complet, puisque eux, c'est peut-être plus intéressant pour eux d'avoir le repas complet entrée plat dessert. Okay. Quant aux étudiants, ici, il faudra absolument adapter l'offre aux possibilités financières des étudiants, mais on peut s'attendre à ce que les étudiants soient aussi intéressés, puisqu'ici, on s'adresse à une fac où il y a une sensibilisation un peu plus importante du fait de leur étude aux problématiques de santé et d'alimentation. Maintenant, les familles, les couples sans enfants, bon, les couples sans enfants, je dirais oui, ça peut être visé parce qu'aller sur le retour du boulot, on n'a pas envie de se faire à manger ce soir ou voilà, on est un peu crevé, etc. Allez, on passe à la vente emportée. Les familles, je suis un peu plus sceptique.
un peu plus sceptique. Pourquoi? Parce que même si ce sont des choses... Après, il faudrait voir la composition des menus exactement. Hein. Mais on reste sur du snack. D'accord? Alors, même si on privilégie les circuits courts, qu'on a des repas équilibrés, etc., on ne peut pas nier que la qualité est moindre que si vous aviez préparé le repas chez vous. Le même repas, hein, on s'entend bien. Après, ça peut être occasionnel parce que très souvent, Ça peut être, après, les familles. je les classe dans l'ordre. Hein. Je dirais que les familles, ce sera peut-être les moins touchées. Ouais. Et quelqu'un me disait, effectivement, le coût, finalement, 4 repas emportés, même si on a des repas à 10 balles, ça fait 40 balles le repas. Ouais, mais quand on va au McDo et quand on sort pour 8 € le menu aussi. Oui, mais je dis que la famille est moins intéressée par le snacking en général le soir. En général le soir. D'accord. Imaginez-vous, hein, alors je pense qu'il y a des personnes un peu plus âgées, je ne viserai personne, je ne saurais pas m'attirer les foudres, mais imaginez-vous, papa, maman, 2 enfants classiques, hein, les enfants 6-7 ans, j'irais moins au McDo le soir, quoi. Ou prendrait moins un snacking le soir, peut-être le mercredi midi ou le samedi midi, allez, une fois de temps en temps, on va se faire un snack en famille. Le soir, je vois moins ça, moi. Ouais, c'est le côté occasionnel et ça peut être pratique, par exemple, en été où, je sais pas, on traîne dehors, hop, on prend un truc à emporter, Voilà, mais voilà. ça sera que de l'occasionnel, quoi. Donc, ce sera peut-être le segment le moins touché, même si, de toute façon, qu'on le fasse des repas pour un couple sans enfants ou des familles, finalement, ça revient au même, hein, d'accord. Je pense que ce sera le segment client le moins touché par rapport à l'offre. Alors, on peut revenir aussi sur le fait qu'il soit installé dans le centre-ville, d'accord, dans le quartier Saint-Michel, et ne pas et évoquer. Alors, centre-ville, c'est bien parce qu'on a une visibilité totale, d'accord. Tout le monde nous voit, tout le monde nous connaît. Bon. Même le gars qui va passer, qui n'était pas forcément notre client, il sait qu'on existe. Parce que, a priori, tout le monde fréquente les centres-villes. D'abord, c'est une facilité d'accès pour les étudiants. Alors ici, on est à Toulouse, je ne connais pas les moyens de transport en étudiant, mais si vous deviez sortir de la ville pour aller chercher votre repas, c'est plus compliqué que si le repas est pratiquement sur place. D'accord. Idem pour les salariés qui seraient du centre-ville. Il y a juste la problématique dans les centres-villes. Alors ça peut être une problématique, mais il y a des solutions par rapport à ça. C'est le fait de se garer. Aujourd'hui, à Lille, dans le centre-ville, on n'y va pas en voiture. Je parle de Lille parce que je connais bien, d'accord, où on sait qu'on va galérer pour se garer. Et donc, quand on n'a pas le temps et qu'on est obligé de chercher une place pendant un quart d'heure, on n'y va pas. Donc, il faut que ça soit accessible à pied ou il faut qu'il y ait un parking prévu. C'est juste le problème qu'on pourrait éventuellement soulever quand, à l'endroit exact où est placé le magasin, où est placé le snack. Donc, vous voyez, l'approche, elle peut être super large, d'accord. Ce qu'on attend de vous dans ce type d'exercice, c'est que vous vous appuyez aussi sur le document, absolument, d'accord. Puisque quand vous allez dire que c'est un marché est en pleine expansion, vous allez peut-être prendre 1 ou 2 chiffres tirés du document. Quand vous allez dire que c'est un marché qui est dominé par la sandwicherie, vous allez reprendre aussi 1 ou 2. Quand vous allez dire que c'est un marché qui est dominé par ou la GMS, donc les Carrefour, etc., commencent à prendre aussi leur place. Moi, je vois à Lille, on a à 10 mètres du campus, il y a un Carrefour Market. Et ben, le midi, ils font des salades. Mais des salades, vous vous servez dans les bacs, hein. D'accord. Bon, puis, je ne sais pas s'ils le font en ce moment, mais l'année dernière, ils le faisaient. On est sur des produits un peu plus, c'est pas du biodiététique marché local, hein, mais on est quand même déjà dans une démarche un peu plus allégée que si on allait au kebab d'en face. D'accord. Donc on voit qu'il y a une dimension. D'accord. Il y a quelque chose qui se développe. Et il y a quelque chose qui aujourd'hui qui se développe, mais n'est pas très développé. Donc il y a de la place à prendre. Donc voilà comment on peut, en quelques lignes, là on attend une dizaine de lignes pour donner les caractéristiques de ce marché-là,
en vous appuyant sur le document. Et ensuite, la deuxième chose, la deuxième question, voilà, on va s'appuyer sur le document et en plus, on va dire les points forts et les points faibles de ce projet. Et vous voyez qu'on vous dit, voilà, il faut regarder la segmentation du marché et la zone d'implantation. Donc, vous visez les clients et vous visez l'implantation et vous dites les points positifs et les points négatifs. Ça marche? Alors, troisième chose, cette fois-ci, on en vient au questionnaire. Monsieur, excusez-moi, j'ai juste une dernière question sur cette Allez-y. étude. Là, du coup, on est sur une stratégie de niche, en fait. De niche et de différenciation. Enfin, j'aurais plus dit de différenciation que de niche. Parce que là, elles expliquent qu'elles sont qu'elles vont faire une démarche innovante, tout ça. Mais j'hésitais entre les deux. En soi, moi, je trouve pas que ce soit super innovant non plus. Donc, on pourrait dire différenciation, mais le texte sous-entend que c'est une niche. Donc, les deux auraient pu fonctionner. Les deux auraient pu fonctionner, oui. Parce que là, elles disent. Une niche, c'est quelque chose qui n'est pas connu par grand monde et de toute façon, on va pas. Moi, je vois la stratégie de niche, c'est je me mets sur un secteur, il n'y a pas forcément beaucoup d'acheteurs, mais on n'est pas non plus forcément beaucoup de vendeurs. À partir de là, ça me permet de pratiquer des prix relativement élevés. Et de compenser le manque d'acheteurs parce que je cible une population, voilà, comme le luxe dont parlait Guillaume, je cible une population bien spécifique, voilà. J'ai pas non plus 30 000 consommateurs. Le produit n'est pas forcément beaucoup plus cher à la production, mais par contre, comme je vais avoir un volume de vente beaucoup moins important, et qu'on n'est pas beaucoup aussi, je vais me baser là-dessus pour avoir des prix très importants. Ok. Monsieur? Oui. Ce qu'a dit Françoise, ça est dans quelle question, ça? Dans la deuxième. Ah bon? Ah, je l'ai bien mis. Dans la deuxième. Le premier, c'est plutôt, je pense qu'on vise plutôt la vente à emporter, globalement. Parce que la première question, elle est, voilà, présenter les principales caractéristiques de l'offre et de la demande sur le marché de la vente à emporter, globalement. Là, on n'est pas du tout dans une stratégie. Là, il n'y a pas de stratégie à donner, puisqu'on ne vise pas quelqu'un. Quand on va parler de la stratégie, ça sera plutôt dans la deuxième question. Est-ce que c'est pertinent? Et là, vous pouvez voilà, montrer que vous connaissez ce que c'est qu'une stratégie d'imitation, de niche, de différenciation, d'innovation, etc. En disant, ça peut être aussi deux stratégies cumulées, hein, si vous arrivez à les justifier, à les expliquer. Alors, voyons ce questionnaire et on va le critiquer un peu en point positif, en point négatif. Donc ici, alors je pense que ça doit être un magasin d'optique qui veut améliorer son accueil client et donc fait une sorte de sondage, de questionnaire pour voir les points qu'il faudrait améliorer. D'abord, globalement, qu'est-ce que vous pensez de ce questionnaire? Alors, positif ou négatif, hein, dites-moi un petit peu. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, je trouve que les questions sont pertinentes. Je trouve que en répondant, les personnes en répondant, eux, ils vont pouvoir après améliorer les points positifs ou négatifs. Il y a une bonne intro, puisqu'elle explique bien pourquoi ils font ça, qu'est-ce qu'ils vont devoir faire. Ouais. Mais il y a des fautes d'orthographe. Il y a des fautes d'orthographe, ouais. Il est structuré, ouais. Alors, vous voyez, hein, et ça vous l'avez dans le cours, le questionnaire, et ça il faudra l'apprendre. Voilà. Un questionnaire, quand il est soumis, il doit y avoir une introduction, il doit y avoir aussi des remerciements, ce que l'on n'a pas ici, notamment dans ce questionnaire, d'accord? Des remerciements généralement que l'on met à la fin, d'accord? Il doit comporter des questions par thème, donc c'est structuré, c'est ce que disait avant votre collègue, ce que souligne Mélissa, je crois. Il doit être structuré, donc là on voit bien que tac, on a mis 4 ou 5 blocs. On va éviter les termes trop techniques, on va éviter les acronymes, d'accord, les sigles qui ne seraient pas forcément compris par tous. D'accord. On va éviter aussi les questions trop longues. Et aussi les questionnaires trop longs, parce que pourquoi? Parce que les gens,
ils n'ont pas forcément le temps de répondre à toutes vos questions. Et donc, s'ils acceptent et qu'ils s'aperçoivent que finalement, c'est super long, ils vont bâcler. Je vous écoute, Françoise, et après, on écoutera, je ne sais plus qui. Donc, il n'est pas trop long, mais pour autant, il fait quand même il fait plus d'une page. Donc, je trouve que c'est pas un bon point. C'est que d'un point de vue visuel, ça fait une page recto verso plus un petit bout. Donc, ça commence à faire beaucoup, je trouve. Je suis d'accord avec vous. Quand je disais il ne faut pas que le questionnaire soit trop long, je ne parlais pas de celui-ci. Je disais, voilà, c'est une chose que vous devez analyser. Et effectivement, je pense aussi que ce questionnaire est un peu long. D'accord ? Il est un peu long, alors même si, effectivement, pratiquement toutes les questions sont pertinentes, mais il faudra peut-être éliminer les moins pertinentes, celles qui nous permettent, parce que ici, le but, c'est quoi? C'est d'améliorer l'accueil, d'accord? En termes de rapidité, en termes de qualité, etc., etc. Donc peut-être regarder les 3 ou 4 questions qu'on pourrait éliminer parce qu'on a un questionnaire qui, effectivement, risque de faire peur aux gens. Parce que si vous, d'abord, vous leur soumettez, si vous leur remettez et vous leur demandez, ils vont voir les 2 pages. Oh là, et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on répond rapidement sans réfléchir. Parce que ça nous embête. Je mets des croix, puis de toute façon, je m'en zappe. Donc, effectivement, ce questionnaire est un peu trop long. Même si, encore une fois, il est bien structuré. Alors, peut-être dans son mode de présentation, en ayant des cases un peu moins grandes, on aurait pu réduire sur une page ce questionnaire, une page recto, mais effectivement ici il est un peu trop long et il risque peut-être de faire un peu peur aux personnes qui vont répondre. Alors vous pensez que des questions ouvertes? Alors on va se dépêcher parce qu'il est déjà 40. Je ne sais pas si vous avez cours derrière, mais moi j'ai un cours derrière, je ne veux pas trop prendre de retard. Je ne suis pas forcément d'accord avec vous. Peut-être une seule. Ouais, parce que, bon, il y a cette question à la fin où on dit, voilà, s'il y a des choses en complément que vous voulez donner. Parce que les questions ouvertes, c'est beaucoup plus difficile à traiter. Beaucoup plus difficile à analyser. C'est ce que nous dit Virginie. Effectivement, je suis d'accord avec vous. Et on est plutôt dans le qualitatif. Ici, ce qu'on veut, c'est du quantitatif, c'est de savoir combien de personnes sont satisfaites parce qu'ils n'ont pas attendu trop longtemps. Ils sont satisfaits, combien de personnes sont satisfaites par rapport à la qualité des réponses, etc. Donc, il y aura une correction à l'écrit. C'est-à-dire, non, il n'y aura pas de correction écrite. Non, parce qu'on l'a fait ensemble, là, la correction. Et sur ce type de thème, c'est un peu compliqué, je vous avoue, de faire une correction à l'écrit, parce qu'on peut discuter. Vous voyez, on peut en discuter, et il y a plein de choses qui sont tout à fait entendables. Et monsieur, la correction du BTS blanc, on va la voir ou pas? Oui, dès que j'aurai mis en ligne la vidéo, je la mettrai avec, d'accord? Oui, mais de mémoire, on n'a pas fini mardi soir, ou je sais plus, le dernier cours qu'on a eu. Il nous restait la partie, je crois, statistique. Oui, en fait, on a fait la partie droit, mais pas le reste. Du coup, je me demandais si on allait la traiter en cours ou si on avait une correction écrite sur NetCampus, quoi. Je vais voir je vais voir vos copies d'abord, d'accord? Ah oui, d'accord, ok. Si il y a des parties où tout le monde a réussi, je ne vais pas la corriger en plus, parce qu'il il faut qu'on avance, hein, d'accord? S'il y a des parties où ça a été un peu plus compliqué, et je vois vraiment qu'il y a besoin d'y repasser du temps, on y repassera du temps, d'accord? D'accord. Dans tous les cas, vous avez une correction écrite. Après, s'il y a un point sur lequel, bien sûr, vous voulez qu'on revienne, il n'y a aucun souci, on reviendra. Ça marche. Ça marche pour tout le monde? Bon, voilà, on va se quitter là. Et puis, on continue le marketing. Vous aurez le chapitre très bientôt en ligne la semaine prochaine. D'accord? Ça sera un deuxième chapitre voilà, qui est autour de discussion, il n'y a pas trop de chiffres. Donc, normalement, ça vous va mieux. Hein. Je sais que vous préférez. Et puis, par contre, les 2 derniers, je crois, sur le prix et l'implantation, il y a un peu plus de calcul à faire. Allez, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la prochaine fois. Ciao.